Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle rubrique Chronique de Psy et bienvenue dans mon cabinet Isabelle Spertino, psychopraticienne à Draguignan dans le Var, en réalité psychothérapeute non réglementée. C'est-à-dire que je n'ai pas fait, je vous l'ai exprimé déjà lors d'une précédente vidéo, je n'ai pas fait le cursus de master en psychologie clinique, mais j'ai fait bien d'autres choses. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet pour lequel on me consulte souvent, c'est la rupture affective et en particulier la rupture amoureuse. Et j'ai choisi deux cas, peut-être un petit peu plus tout à l'heure, je ne sais pas, en fonction de cette vidéo. J'aime aussi pas forcément tout préparer, c'est-à-dire j'aime aussi faire des préparations à l'ensemble des idées, en les réorganisant et en me laissant aussi la possibilité d'insérer dans mes vidéos ce qui me vient à l'esprit au moment où je fais des vidéos. Alors j'ai toujours des petites notes, bien entendu, maintenant vous me connaissez. Et en particulier cette rupture amoureuse qui intervient dans le cas d'une trahison. Alors, soit dans le cas d'une trahison de l'autre, soit dans le cas d'une trahison de soi-même. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une trahison? Eh bien, c'est simplement lorsque les patients, les personnes sont quittés parce que le conjoint, le compagnon, la compagne a rencontré quelqu'un d'autre. Et donc là, le patient se sent vraiment floué, se sent trahi parce qu'il imagine bien que cette nouvelle relation n'intervient pas que dans l'instant, c'est-à-dire que pour lui, et je pense qu'il a raison, c'est que cette nouvelle relation est déjà installée, en tout cas est déjà testée, est déjà consommée depuis quelques jours, voire parfois quelques semaines, même parfois quelques mois, voire quelques années. Alors effectivement, cette trahison, on peut la prendre lors de la rupture qu'a initiée l'autre. Mais parfois, on la prend d'une façon personnelle. Déjà, je voudrais saluer l'intuition féminine qui bien souvent amène les femmes, hein, mais pas que les femmes, mais souvent les femmes, à regarder dans le téléphone du conjoint et y percevoir et y apercevoir et avoir des messages ambigus, voire parfois très ambigus, voire parfois qui n'appellent aucune ambiguïté. Là, effectivement, des décisions se prennent et se prennent pas forcément par le conjoint qui a trahi. Donc c'est pas de ce genre de situation dont j'aimerais parler, c'est-à-dire je parle vraiment du conjoint qui décide de quitter l'autre parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, il a rencontré une troisième individu, un troisième protagoniste. Hein, c'est vraiment ça. Le patient qui me consulte, bien sûr, est la personne abandonnée, trahie. Mais il se peut aussi que ce soit la personne qui a trahi elle-même et qui se retrouve quittée parce que le conjoint l'a appris. Soit l'a appris parce que le patient, la patiente l'a exprimé à son conjoint, soit parce qu'il a appris d'une façon personnelle, comme je l'exprimais tout à l'heure, en allant fouiller, en percevant, en sentant, en prenant des informations, parfois même en suivant son conjoint. Voilà. Et on est vraiment dans deux cas de séparation qui peuvent être difficiles dans les deux cas. Hein, et en particulier aggravés par le fait qu'il y ait eu trahison. Alors,
Dans ce deuxième cas où effectivement je suis quittée parce que j'ai trahi mon conjoint et que mon conjoint a décidé de ne plus vouloir de moi, je peux aussi développer de la culpabilité. Et ça vient aggraver effectivement mon état interne, mon état d'être. Et ça peut être aussi aggravé par une forme de dépression, parce que quand mon conjoint me quitte, il n'y a pas simplement que mon conjoint qui me quitte. C'est-à-dire effectivement, je peux continuer, même si je l'ai trahi, je peux continuer à l'aimer, je peux continuer à le vouloir et je peux continuer à vouloir la vie que j'avais jusque-là avec lui. Et lorsqu'il me quitte, en fait, j'ai ce sentiment de tout perdre. Perdre mon mari, évidemment, perdre ma famille, mes enfants, même s'ils sont grands, mes petits-enfants, perdre la maison, perdre le niveau de vie, perdre mes amis, perdre toutes mes relations sociales. Et je suis aussi comme ça exposée au jugement d'autrui. Et c'est très très souffrant ça aussi. Alors, bien entendu, lorsque ces patients consultent lors d'une rupture amoureuse, ils n'ont qu'une envie, c'est de ne plus penser à l'autre. Hein, c'est comme s'ils cherchaient un bouton magique pour pouvoir appuyer dessus et pour pouvoir faire que l'autre n'existe plus. Ou que la situation n'existe plus, ou que cette souffrance n'existe plus. Et ça, c'est souvent recherché par l'ensemble des patients, d'une façon générale, par l'ensemble des êtres humains, et ce pour presque tous les sujets, voire tous les sujets de psychothérapie. On dit aussi que le temps apaise, le temps guérit, le temps adoucit. C'est exact. Mais alors, à quel moment a-t-on besoin d'un thérapeute? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, je me donne tant de temps et bien sûr, tout ça va être relativisé dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, dans 1 an. Hein, on voit bien la progressivité des choses. Et si l'on a déjà connu, en fonction de l'âge que l'on a, des deuils, des pertes, puisqu'il s'agit d'une perte, une rupture amoureuse, une rupture affective est une perte, un peu comme quand on perd un être humain, quelqu'un de proche, qui s'en va dans l'autre monde. Donc il s'agit bien de faire un deuil. Et le deuil, eh bien, s'acquiert avec le temps. Hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an parfois, et voire un peu plus. Alors tout va bien quand cela respecte des délais, on va dire, à peu près normaux. C'est plus pathologique quand au bout de 10 ans, par exemple, je continue à penser à la personne et je continue à pleurer. Que cette personne soit partie, m'ait quittée, que je l'ai quittée moi-même ou que je l'ai perdue, que ce soit désormais un défunt et qu'il soit parti dans l'autre monde. Hein, voilà. Donc ça, évidemment, il faut consulter à ce moment-là. Mais on peut aussi consulter avant. On peut consulter avant quand on se sent évidemment vraiment très très mal. Et ça, généralement, quand on vit une rupture affective et qu'on continue à sentir qu'on aime l'autre, c'est très compliqué. Quand on se dit aussi qu'on n'arrivera jamais à l'oublier. Hein. Ça, c'est aussi un leitmotiv des croyances qu'on peut retrouver chez l'ensemble des patients qui ont à vivre ces ruptures amoureuses. Quand bien sûr, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est aggravé par un état de dépression. Hein, quand on a le sentiment de tout perdre, de tout avoir perdu, et qu'on se retrouve face à quelque chose que l'on ne connaît pas. On va devoir se réorganiser avec les enfants, avec la maison qu'on avait, voire la vendre. Donc ça aussi, c'est une perte. Quand on va devoir se réorganiser en achetant un autre bien immobilier, par exemple, ou en louant quelque chose de nouveau, en diversifiant ses amis. Et je ne parle pas encore, j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo, de ces femmes ou de ces hommes qui se retrouvent avec des enfants en bas âge et qui se sentent devoir se battre aussi pour la garde de leurs enfants. Mais ça fera l'objet d'un autre travail plus tard. Consulter un thérapeute aussi, c'est important lorsqu'on est dans des cas, voire parfois de récurrence. C'est-à-dire, je répète toujours le même schéma.
je tombe toujours sur les mêmes situations, soit les mêmes conjoints, soit mon propre comportement. J'ai une tendance à tromper ou à être trompée, hein. Ça, c'est très intéressant à venir travailler avec un psychothérapeute. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai une tendance à être trompée, par exemple? Est-ce que dans mes lignées familiales, je ne trouverai pas ces mêmes cas de figure au niveau de mes ascendants? Que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents, est-ce que tout ça est à moi vraiment? Qu'est-ce qui fait que je fasse ce choix, bien sûr, toujours inconscient, bien entendu. Mais pourquoi est-ce que j'attire à moi ce genre de personnes? Qu'est-ce qui fait aussi que je sois dans une situation de tromper moi aussi, hein? C'est certainement peut-être aussi parce que je l'ai été lorsque j'étais enfant, hein. On va aller aussi chercher, je vous l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo, non seulement dans les lignées familiales transgénérationnelles, mais également au niveau psychanalytique, la relation père-mère, hein. Ça, c'est très important. Et je vous l'avais dit aussi, on a une troisième entrée que moi, j'effectue, j'opère vraiment quand les deux premières ont été vraiment effectuées. C'est qu'on va pouvoir peut-être aller chercher des causes dans les vies antérieures, si tant est que le patient le demande ou y croit. Voilà, moi je n'impose rien. Je ne fais que m'adapter. C'est un outil qui est aussi à ma disposition, à la disposition de mon patient. Alors, je vais prendre le cas du patient A. Donc, il s'agit d'un jeune homme. Et voilà, c'est un garçon qui est venu me consulter régulièrement. Alors, au début, évidemment, comme l'état interne n'est pas très positif, pas très globe, je préfère le dire comme ça qu'employer le qualificatif de négatif. Ben, il est venu très souvent au départ, voire toutes les semaines. Puis après, on a commencé à différer, à élargir à la quinzaine, 3 semaines, un mois. Puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me consulte 2 fois par an, par confort, mais ça, je vais y revenir. Alors lui ne souhaitait absolument pas que je travaille avec des outils, hein. Il voulait vraiment s'asseoir et parler, il voulait parler, 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 il voulait que je l'écoute. Alors bien entendu, ça aussi, c'est de la psychothérapie. C'est-à-dire, je ne fais pas que l'écouter, je fais, hein, ça c'est la psychanalyse, mais moi je suis psychothérapeute, donc ça veut dire que je vais relever des mots, en particulier inconscients, et je vais lui demander de rebondir et de travailler dessus et de faire des liens. Alors, c'est pas parce que le patient le demande aussi, préfère être assis, ne pas bouger, que de temps en temps, je ne m'octroie pas le droit et la possibilité de le faire bouger. Voilà. Parce que faire sortir aussi son patient de la zone de confort sans le heurter, ben, ça fait partie aussi de notre travail, tout en maintenant bien entendu l'alliance. Ça, c'est très important, l'alliance, hein. Donc on voit bien que selon les patients, c'est différent. Certains patients vont préférer vraiment utiliser des outils, voire les empiler, les multiplier. Et puis d'autres vont vraiment les refuser. Et là où je voudrais en venir, c'est vraiment que, hein, je vous l'avais déjà dit, mais ce qui fait le résultat d'une thérapie, d'une psychothérapie, c'est pas forcément les outils. On a vu que c'était l'alliance, hein, et que l'alliance jouait à 70-75% de la réussite de la psychothérapie. Donc avec ce patient-là, ben, l'alliance était tellement extraordinaire, j'ai envie de vous dire, mais pas qu'avec lui, hein, il y a aussi des alliances extraordinaires avec pléthore de patients et c'est super. Et c'est grâce à ça justement que ce patient-là a pu évoluer d'une façon extrêmement positive. Donc voilà, aujourd'hui il est très heureux et voilà, je n'en dirai pas plus, il est très heureux dans tous les domaines de sa vie. Mais il y a quand même un outil que j'ai pratiqué, qu'on va retrouver chez le patient B que je vais décrire tout à l'heure, c'est que j'ai fait avec lui la question magique en PNL, c'est-à-dire combien de temps maximum vous donnez-vous pour vous sentir mieux. Et ce patient, alors au départ, les gens vous disent « je ne sais pas ». Alors, on continue, on dit, en qualité thérapeute, oui, mais si vous saviez, si on imaginait, ça serait combien? Alors, bien sûr, au départ, c'est toujours très long. C'est
toujours 1 an. Et puis on réduit petit à petit et on était arrivé à 6 mois. Hein. À 6 mois pour avoir totalement résolu et à 3 mois pour se sentir mieux. Mais c'est généralement, hein, quand on consulte les patients sur ce même sujet, on arrive à peu près à toujours à ces mêmes délais, à ces mêmes projections, j'ai envie de vous dire. Alors, pour terminer pour ce patient A, donc je vous disais qu'il était maintenant dans un accompagnement de confort et qu'il venait me voir 2 fois par an. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que l'alliance a tellement été forte et qu'elle est toujours là, et qu'on avait partagé quelque chose de vraiment très intime et très profond. Et que il me dit souvent que, en fait, tout ce qu'il me dit à moi, il ne peut le dire à personne, ni à sa compagne, ni à ses parents, ni à sa famille, ni à ses collègues de travail, ni à ses amis. Et donc ça, c'est intéressant. Hein. Et ça rejoint un peu mon idée de pouvoir s'offrir la possibilité de consulter une psychothérapeute ou un psychothérapeute régulièrement. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien à son esprit, mais également à son âme. Hein, c'est pour ça que l'âme, le cœur, voilà. Alors, je vais continuer avec le patient B. Et on va voir qu'on a vraiment cet outil commun de questions magiques. Je vais y revenir. Alors, le patient B, lui, était dans le cas d'une tromperie aussi, d'une trahison qu'il avait commise, mais qui continuait à ne vouloir pas perdre son mari, qui continuait à l'aimer. Il s'était bien rendu compte que, bon, évidemment, cette troisième personne qu'on appelle l'amant, lui avait décidé de rester avec son épouse. Et ce patient-là, cette patiente, voilà, avait le sentiment d'être face à une perte totale de sa vie d'avant, de sa vie d'aujourd'hui, là. Et demain lui faisait très peur. Et elle était dans une dépression que moi je qualifie de dépression contextuelle, et qui pour moi est une dépression qui peut être facilement libérée, à contrario des dépressions structurelles, qui elles voilà, sont vraiment ancrées d'une façon plus profonde et sont beaucoup plus compliquées à dénouer. Mais ça, j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo. Je voudrais également vous dire, on parle de trahison depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est la trahison, hein? Est-ce que c'est véritablement au moment où l'on trompe, où on a une autre relation sexuelle avec un autre partenaire alors qu'on est marié? Ou est-ce que ça arrive avant, à partir du moment où on commence à regarder quelqu'un d'autre, voire à discuter parfois sur les réseaux sociaux, hein? Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, moi, ici, dans le cabinet. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des trahisons de ce type-là. Et moi, je vais faire référence à un de mes professeurs, qui est le docteur Eril, que tout le monde connaît, sexothérapeute, qui m'a formée à la sexothérapie, pour que je le devienne aussi, et qui disait toujours que lorsque dans un couple, il y a une troisième personne qui s'invite, et qui est invitée, c'est parce que les deux autres le permettent. Hein. D'une façon inconsciente, encore une fois, bien entendu, mais ça veut dire que le couple initial le permet. À moins d'être inscrit alors dans une récurrence de tromperie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein, mais quand on trahit, on va dire, une fois, voilà, ça peut arriver, 2 fois, eh bien, c'est que généralement, le couple l'a permis. Hein, ça veut dire aussi que ça n'allait pas aussi bien que ça dans le couple. Après, si on trahit plusieurs fois, on est plutôt inscrit dans une récurrence, et ça, donc c'est peut-être inscrit dans un fonctionnement, dans un comportement. Et là, c'est bien de le travailler à titre personnel pour ne pas avoir à le faire, si tant est que, encore une fois, hein, dans la vie, tout a un prix. C'est ce que disait aussi un autre professeur, de mes professeurs. Il faut toujours essayer de payer le prix le moins cher. Hein. Donc c'est voir si effectivement, malgré ce fonctionnement de trahir l'autre, est-ce que du coup mes bénéfices sont supérieurs à ce que je dois payer, hein, aux dépenses. Donc à voir.
Mais c'est pas de cette, comment dirais-je, de ce comportement un peu pathologique euh, que j'exprime aujourd'hui. C'est pas celui-là. Donc je reviens à cette patiente B qui effectivement perdait tout à cause d'une trahison qu'elle avait commise et son mari l'ayant apprise, souhaitait rompre et a effectivement rompu. Je crois qu'elle en avait également oublié pourquoi elle en était arrivée là, hein. Et ça, c'est intéressant. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire que si elle a fait ce qu'elle a fait, sans jugement aucun bien entendu, mais ça pourrait être utile à d'autres patients qui m'écoutent aujourd'hui, c'est que son couple n'allait pas si bien que ça. Donc c'était bien aussi de la ramener à une forme de réalité, de discernement sur le couple qui l'avait amené jusqu'à cette trahison. Alors là aussi, il y a eu une question magique, hein. C'est combien de temps vous donnez-vous pour aller mieux? Et là aussi, on était arrivé à 3 mois, donc c'était quelqu'un qui avait consulté en fin d'année et voilà, qui s'était donné jusqu'au mois de mars pour aller mieux et en début d'été pour vraiment être, voilà, avoir pris un tournant dans sa vie. C'est en réalité ce qui s'est passé. Donc, la dépression s'est soignée, s'est libérée, donc elle n'a plus besoin non plus de médication, hein, parce que parfois, effectivement, moi je suis, même si je suis psychothérapeute, je suis psychothérapeute holistique, ça veut dire que je fais des liens avec tout, et en particulier aussi avec la médecine, et la chimie peut être une béquille très très importante pour nous aider à dépasser certains états internes trop difficiles à gérer sans ça, comme dans le cas de rupture affective, de rupture amoureuse, bien entendu. Et j'ai envie de terminer comme ça, parce que parfois c'est tellement dur aussi de se séparer de quelqu'un quand on a nos habitudes, hein. Alors bien sûr, il y a le mari, mais il y a aussi les enfants, quel que soit l'âge des enfants. Mais on a aussi la maison, les biens personnels, on a aussi les amis, on a aussi la vie que l'on mène comme ça en famille avec son conjoint, on a aussi le niveau social. Et parfois ça fait tellement peur aux dames, même si elles ne sont pas heureuses. Et je le dis en particulier, voilà, je communique en particulier, je m'adresse en particulier aux femmes plus qu'aux hommes, parce que c'est elles qui consultent aussi pour cette raison, et ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo à un autre moment. C'est que c'est tellement difficile de quitter l'autre, parce qu'on ne quitte pas que l'autre, on quitte aussi toute sa vie, que souvent j'en reçois ici dans mon cabinet pour trouver d'autres solutions d'abord avant de quitter, parce que c'est vraiment tellement compliqué. Parce que encore une fois, on ne quitte pas qu'une seule personne, on ne quitte pas que son compagnon ou sa compagne, on ne quitte pas que son conjoint ou sa femme, on quitte toute une vie. Donc il faut être vraiment prêt à recommencer. Recommencer n'est pas le bon mot, mais à continuer différemment. Voilà. Hein, mais ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Encore une fois, je vous remercie pour toute l'attention que vous portez au sujet que je développe et que j'ai à cœur de développer pour vous et pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et passez de bonnes fêtes, parce que nous sommes à 2-3 jours de Noël. Passez de belles fêtes de Noël, de belles fêtes d'hiver, et je vous retrouve très vite. À bientôt, au revoir.